Merci de me donner la parole. Je me présenter, je suis Armel Froger, maire de Belleville-les-Châteaux, une commune nouvelle qui a été créée au 1er janvier 2019. Et effectivement, c'est mon 5e mandat de maire. 4 de maire et 5 d'élus. Peut-être faire le parallèle, hein, je disais il y a quelques instants, c'est jamais facile de passer en deux. On va essayer de le faire, effectivement. Et il a été dit beaucoup de choses où je me suis retrouvé. Il a été question d'aménagement du territoire. J'ai été vice-président à la communauté d'agglomération, donc je connais bien, et Damien, on se connaît depuis de nombreuses années. Effectivement, lorsqu'on parle d'un projet tel qu'une maison de santé, on parle automatiquement d'aménagement du territoire. C'est l'essence même, et la création d'une commune nouvelle, c'est aussi pour mieux aménager un territoire. Donc, 3 communes réunies, 3500 habitants, donc important que Douai, on en joue, mais malgré tout, on vit bien. Et puis, j'ai eu le loisir de regarder le panneau qui est devant nous. J'y retrouve un certain nombre d'éléments importants. Faire ensemble. Effectivement, une maison de santé, ça se construit en travaillant ensemble, en ayant des partenaires. Bien sûr, je n'oublie pas la maîtrise d'œuvre, c'est essentiel. Mais avant cela, il y a un vrai partenariat avec les professionnels de santé. Entre une collectivité et les professionnels de santé, c'est essentiel et ça a été dit très largement. Il faut aller vers les professionnels. J'ai travaillé 40 ans dans la santé, ça me permettait d'avoir un peu plus facilement les portes ouvertes vers les professionnels. Et on sait que c'est difficile de travailler avec les professionnels de santé. Pas dans le fait de voir la santé des patients, mais sur d'autres niveaux. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ça s'invente, bien sûr, pas du jour au lendemain. Pour la MSP des vignes sur Belleville, on a commencé en 2015. C'était le mandat précédent et c'est un des projets à long terme. D'abord, travailler avec les professionnels. J'avais la chance, moi, sur la commune historique où j'étais maire de Chassé, d'avoir 3 généralistes, d'avoir 2 chirurgiens dentistes et des infirmiers, entre autres. Donc ça a aidé, effectivement. Et là aussi, je retrouve ce qui a été dit, c'est qu'il faut en général, ce sont des généralistes qui portent le projet en parallèle. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'avais cette chance-là que 2 généralistes nous ont aidés à structurer, à imaginer ce projet. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, pourquoi une commune peut être maître d'ouvrage? Il y a un besoin de répondre à un autre élément important, prendre soin des humains. C'est quelque chose d'essentiel. La santé de nos concitoyens est quelque chose de primordial. On parle beaucoup du confort de vie. Et là aussi, c'est important. Et ça a été abordé. Donc, répondre à ce besoin de soins de nos concitoyens est essentiel. L'autre point, c'est de garder nos professionnels de santé, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, ils veulent travailler ensemble. On retrouve encore le maître mot travailler ensemble. Ils veulent travailler ensemble sur un lieu proche, sinon le même lieu. Donc ça, c'est un point quelque part d'essentiel. Tout ça, donc voilà. L'idée, à partir de ce moment-là, c'est de trouver le lieu, trouver l'espace et, par concours, bien sûr, la maîtrise d'œuvre qui pourra répondre à nos orientations qu'on peut donner. Les orientations qu'il nous faut. Là, on n'est pas un milieu urbain, on est totalement sur Belleville-les-Châteaux d'un milieu rural, donc une configuration complètement différente. On se trouve au milieu des vignes, mais ça sera abordé certainement, donc avec une configuration très spécifique, très nature, donc pour répondre à ce volet nature, intégration du paysage, et comme on est dans la AOC sur Mur-Champigny, quand même un peu côté, il n'y a pas de Céldin, ça veut dire que les vignerons
autour peuvent être exigeants. Ce ne sont pas les vignerons qui sont exigeants, c'est la fédération viticole. Et il y a un point qui va être abordé sur le volet paysager qui nous a été imposé, mais en définitive, imposé, ce n'est pas le bon mot, parce qu'en fait, c'est nécessaire dans l'intégration. Ce point-là, et puis, pourquoi être maître d'ouvrage? Parce que les professions de santé ne veulent plus directement investir, ils veulent être locataires, et ça, par contre, ça peut être à défaut, et ça a été dit également, c'est qu'ils peuvent partir rapidement ailleurs. Ça vit là longtemps, mais à un moment donné, eh bien, je suis locataire, au bout de 4-5 ans, je peux partir ailleurs. Ça, c'est peut-être le défaut, mais par contre, l'attrait d'une maison de santé, je le vois, moi, puisque une jeune généraliste vient d'arriver, une deuxième orthophoniste vient d'arriver, donc quelque part, il y a un attrait de travailler ensemble, et ça, c'est quelque part quelque chose. Et dernièrement, j'ai quand même eu des échos que des professionnels de santé qui sont en milieu très urbain, les centres-villes plus importants, adhèrent un peu à venir un peu en retrait de ces villes, alors pas trop loin, bien sûr, pas trop loin de ces centres urbains importants, mais veulent revenir dans un milieu nature plus naturel, où effectivement la vie est quand même pas plus facile, mais à un autre niveau, on peut profiter plus facilement des espaces extérieurs. Voilà pour présenter ce projet-là. Et puis, je ne manquerai pas de citer aussi l'accompagnement du CAE, les architectes qui nous ont accompagnés, notamment pour l'initiative de ce projet-là. C'était un long cheminement, donc merci mesdames. Mais je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter. Et on a besoin après d'une maîtrise d'œuvre de qualité. Et là, je vais laisser la parole à Madame Klinger du cabinet Ramon. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter donc le bâtiment de la maison de santé de Belleville-les-Châteaux. Donc c'est un projet qu'on a remporté sur concours à l'été 2021 et sur lequel finalement les phases se sont enchaînées assez vite puisque la mairie avait la volonté que le projet avance de manière linéaire et n'a jamais bloqué les phases d'études. Donc on a eu à peu près 1 an d'études et puis presque 2 ans de chantier ensuite. Donc vous voyez sur la vue aérienne effectivement que le contexte est complètement différent du projet qu'on a vu précédemment, puisqu'on est sur une parcelle d'entrée de ville ou de sortie de ville, tout dépend comment on se positionne, donc entre 2 communes qui forment le regroupement de communes de Belleville-les-Châteaux. C'est vrai que sur la vue aérienne, on peut penser, et c'est ce qu'on avait pensé nous au départ, que la parcelle est un peu détachée de la ville, mais finalement c'est assez proche. Et à distance de petites communes comme ça, en fait, il y a quand même une vraie accessibilité à pied ou à vélo pour les habitants du bourg qui se trouvent au sud. Donc vous le voyez aussi sur la vue aérienne, on est bordé par des parcelles viticoles. On y reviendra par la suite. Au sud de notre parcelle, alors le pointeur c'est quoi? C'est ça. Se trouve une zone d'aménagement donc qui est portée pas par la commune mais par la commune. Voilà. Donc le projet en fait de maison de santé s'inscrit dans un projet un peu plus large de revitalisation du territoire avec la création notamment de nouveaux logements. Ce projet de maison de santé, donc le programme tel qu'il nous a été fourni dans la phase concours, c'était donc un pôle généraliste avec 5 cabinets, un pôle d'auxiliaires médicaux de 6 cabinets qui regroupent des cabinets infirmiers, psychologues, orthophonistes et un ostéopathe, et puis des cabinets non attribués qui peut-être aujourd'hui le sont, mais voilà, il y avait une volonté d'avoir une flexibilité aussi pour pouvoir accueillir tout type de professionnels. On a un pôle dentaire avec 4 cabinets, et puis un pôle commun qui sert aux 3 autres avec une salle de réunion qui a vocation à ce que les médecins puissent se réunir entre eux, mais aussi organiser des événements sur le thème de la santé ou autre, si la commune souhaite louer la salle. Et puis des services type tisanerie, sanitaire, douche, archives, etc. Donc qui servent à l'ensemble des professionnels de santé. Au niveau du plan, donc on retrouve ce que je viens de vous expliquer, donc ce système de fonctionnement en 4 pôles, parce que
peut-être à la différence aussi du projet précédent, là, les praticiens veulent travailler ensemble, mais pas trop quand même, puisque chaque pôle voulait bénéficier des services communs, mais tout en ayant une certaine autonomie. Donc finalement, chacun a son accès, son secrétariat, ses sanitaires. Et nous, on a été un peu tenus pas à l'écart parce qu'on avait les renseignements qu'il nous fallait, mais en tout cas, on n'a pas participé aux discussions avec les praticiens sur ces sujets-là. Et donc, on a accepté cette contrainte. Donc, c'est vrai que c'est un bâtiment commun, mais voilà, avec la volonté de mise en commun à géométrie variable selon les praticiens, on veut dire. Donc, la maîtrise d'ouvrage de ce projet, c'est la mairie de Belleville-les-Châteaux qui a vraiment porté le projet et qui a participé de manière active avec une présence, y compris à toutes les réunions de chantier, ce qui n'est pas forcément la norme, encore moins, je pense, pour des petites communes comme la vôtre. On était une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire avec Bâtisserf en structure, Tual en fluide, Gamba en acoustique, ECB en économie, Dicila paysage, ECR en VRD, gestion des eaux pluviales, et technique et chantier pour la partie OPC. On est sur un projet beaucoup plus petit que la maison de Douai en Anjou, puisque on est à 900 mètres carrés de SDP. Donc c'est un bâtiment qui est grand pour le territoire, mais petit pour une maison de santé. Avec un coût de travaux, uniquement travaux, hein, de 2,9 millions hors taxes, compris aménagement paysager. Et donc un projet qui est livré depuis 1 an maintenant. On vient de terminer l'année de parfait achèvement. On a fait appel à des entreprises, beaucoup d'entreprises locales, notamment un maçon qui était implanté sur la commune de Belleville-les-Châteaux, qui nous a permis, qui était le seul qui avait répondu d'ailleurs à l'appel d'offres, et qui, par son attrait pour un projet plus gros pour lui, alors certes qui était peut-être un peu surdimensionné par rapport à cette entreprise de maçonnerie, qui était une petite entreprise, mais ils ont vraiment eu la volonté de monter en compétence avec ce chantier. Ils avaient aussi un savoir-faire sur la pierre naturelle qu'ils ont mis au service du projet. Et ça nous a vraiment permis de sortir l'appel d'offres dans les prix par la proximité de ce maçon qui était vraiment super intéressé et motivé pour ce projet. Donc au niveau des cibles, qualité de vie, cadre et usage, donc je le disais tout à l'heure, on est vraiment dans un paysage rural. On s'est implanté dans un champ, c'était un terrain vierge au milieu des vignes, et on a eu à cœur dès les premières esquisses de réfléchir comment s'implanter dans ce terrain vierge. C'est souvent plus difficile de s'implanter sur un terrain vide que dans une rue où on a des alignements, des choses sur lesquelles se raccrocher. Là, on n'avait pas grand-chose. Il y a quelques maisons autour, mais il y a surtout ces vignes. Et puis, un paysage et une architecture traditionnelle de bâtiments, de corps de ferme organisés autour de cours. Et donc, on s'est inspiré de ces formes traditionnelles pour recréer cette maison de santé. Le programme s'y prêtait, puisqu'il y avait une volonté de fonctionner par pôle. Et donc, on a articulé ces différents pôles autour d'un grand jardin planté, avec une logique en fait d'orienter les espaces communs sur le jardin, puisque ces espaces communs du coup sont visibles, et puis il y a des interactions entre l'intérieur et l'extérieur. Et par contre, les cabinets, eux, sont orientés vers le grand paysage, ce qui fait qu'il n'y a pas de vue directe depuis l'extérieur dans les cabinets, mais par contre, ils bénéficient d'une vue très dégagée. Donc, ce parti pris d'une implantation un peu regroupée comme ça sur la parcelle, ça nous a permis de travailler une certaine rationalité du bâtiment et puis de dégager un maximum d'espace extérieur planté, végétalisé, et aussi de pouvoir aménager le parking, puisque, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a une problématique de stationnement liée à ces établissements de santé, encore plus ici pour un établissement qui s'adresse à 3 communes, voire plus large, puisque j'imagine qu'il y a des patients qui viennent de bien plus loin que les 3 communes qui composent Belleville-les-Châteaux, et donc l'essentiel des accès se fait en voiture. Le matériau principal qui a été utilisé pour ce bâtiment, c'est la pierre. Donc on est sur
une technique traditionnelle de construction en pierre massive, des pierres qu'on est allé chercher dans le Poitou. Donc on est allé visiter les carrières à Migné et à Brétigny. On a pris des pierres de 2 carrières différentes, donc une carrière souterraine que vous voyez à gauche et une carrière à ciel ouvert que vous voyez à droite. Donc on peut considérer qu'on est sur un matériau local. Alors certes, il venait pas du site, mais on est à moins de 300 km du chantier. Donc par rapport aux matériaux traditionnellement utilisés dans le bâtiment à l'heure actuelle, on est sur de l'ultra local. La pierre, non seulement elle permet de s'intégrer dans le paysage architectural de la commune, puisque tout le Saumurois est construit en tuffeau. Alors le tuffeau n'est plus propice aujourd'hui, avec les normes de construction actuelles, à être utilisé en pierre massive, puisque la résistance à la compression est insuffisante, donc ce qui justifie qu'on soit allé chercher les pierres plus loin. Mais malgré tout, on a une continuité d'esthétique et de matérialité avec cette pierre blanche du Poitou. Et puis, les qualités de la pierre, elles sont très nombreuses. Il y a l'inertie thermique, il y a la durabilité, l'esthétique. Voilà, c'est un matériau qui a fait ses preuves et qui nous semblait intéressant d'utiliser dans ce bâtiment. Donc la pierre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est presque sur un chantier sec. Finalement, le béton, on en avait uniquement dans les dalles de rez-de-chaussée. Donc on est sur un chantier sans grue. On avait juste une petite PPM qui se déplaçait au fur et à mesure des bâtiments pour lever les pierres. Et donc en fait, tout est prédécoupé en carrière. Le calpinage est étudié à l'avance et les blocs de pierre massive arrivent sur le chantier. Ils n'ont plus qu'à être posés, ourdés au mortier, et puis voilà, la façade est terminée. La pierre, on l'a utilisée en extérieur, mais aussi en intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, la paroi que vous voyez ici est la paroi porteuse du bâtiment, et elle se retrouve dans cette grande circulation mutualisée, dans laquelle on retrouve vraiment un confort thermique, y compris en été, une vraie fraîcheur qui est apportée par la pierre massive. La qualité de vie dans un bâtiment, elle passe aussi par les aménagements intérieurs. Donc on a conçu les mobiliers, des espaces d'attente, des cabinets également. Donc vous voyez ce que j'illustrais tout à l'heure. Les cabinets, ils sont tous dans cette configuration-là, avec une allège assez haute en pierre massive, qui permet de protéger des regards. Tous les bâtiments sont bordés par des noues paysagères, ce qui fait qu'en fait personne ne peut venir se promener au ras des façades et avoir des vues dans les cabinets. On a évidemment des systèmes d'occultation pour préserver l'intimité. Et la vue s'ouvre largement, puisqu'en fait, au-dessus de la lège, on est entièrement vitré dans tous les cabinets sur le grand paysage. Au niveau environnement et climat, on a une très forte utilisation du bois dans le bâtiment, donc, puisque la pierre constitue uniquement les allèges des bâtiments et certains pignons. Le reste de la structure est fait en charpente, donc mur à ossature bois pour les parois et charpente mixte métal et bois. Donc on a des poteaux métalliques que vous voyez ici qui sont protégés, qui soutiennent une charpente traditionnelle en ferme de bois. Les menuiseries extérieures sont également en bois, en chêne. Et on a aussi une très forte utilisation du bois dans les aménagements intérieurs. On s'est attaché à utiliser des matériaux biosourcés, en plus de la pierre, qui est le matériau biosourcé par excellence. Donc on a des isolants composites en lin, chanvre, coton. L'utilisation de la fibre de bois aussi pour les plafonds. Et dans les murs à ossature bois, on est en laine de bois. Donc finalement, quand on regarde tout le complexe de murs, on n'a que l'accroche au sol qui est faite en béton avec la semelle de fondation et le plancher, et tout le reste utilise des matériaux biosourcés. Au niveau paysager,
Donc on avait aussi, donc outre cette volonté de s'intégrer visuellement dans le paysage, il y a une intégration aussi botanique, on va dire, avec la gestion des eaux pluviales, l'utilisation d'espèces d'essence locale, qui nécessitent peu d'entretien, peu d'arrosage. C'est important aussi pour la commune dans la maintenance et la gestion du bâtiment. Et puis, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, des contraintes par rapport aux vignes, puisque au dépôt du permis de construire, on a eu un rappel à l'ordre de la Fédération viticole. Le Saumur Champigny n'est pas intégralement en bio encore, puisqu'il y a une utilisation quand même des pesticides largement projetés sur les vignes. Et donc, on avait une obligation en fait de protéger les usagers de la maison de santé de ces pulvérisations qui sont certes ponctuelles dans l'année, mais qui sont vraiment le long du parking. Et donc, d'où la création de cette haie végétale qu'on avait, nous, envisagé, mais dans une moindre mesure. Et en fait, on a été contraint de ceinturer tout le projet par cette haie qui fait écran, en fait, aux pulvérisations sur les vignes. On a un grand bassin de rétention sur la parcelle pour retenir en amont les eaux pluviales. Et en fait, la collectivité a aménagé entre notre projet et le nouveau lotissement un grand bassin de rétention qui collecte les eaux de ces deux projets. Donc, Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, le projet de maison de santé, avant d'être un projet de bâtiment, c'est un projet de territoire, un projet d'acteurs, donc avec des professionnels de santé qui étaient là depuis le début, qui ont été présents aussi pendant les études, puisque les praticiens étaient conviés à chaque revue de projet. Ils ont donné leur avis, la commune a très bien encadré ces échanges, c'est-à-dire que nous, on n'avait pas forcément d'échange direct avec les praticiens, puisque le propriétaire du bâtiment à terme, ça reste la commune, et donc c'est elle qui mène la danse. Mais les demandes des usagers ont pu être intégrées dans le projet, ce qui permet de leur mettre à disposition un bâtiment qui convient à leur manière de pratiquer la médecine, à leur manière de fonctionner, donc avec, je le disais tout à l'heure, cette distinction entre les pôles qui était importante pour eux. Nous, on aurait mieux aimé faire un bâtiment plus commun, mais voilà, on s'est adapté à cette contrainte. On est sur un bâtiment qui est économe en énergie. On a eu la problématique de la climatisation, évidemment, qui est arrivée en cours d'études. Nous, on avait prévu uniquement de faire un bâtiment performant. Et puis, les médecins nous ont dit c'est pas possible, il n'existe pas de maison de santé sans clim. Donc, on a intégré cette contrainte et la mairie a participé au financement. Donc, on est sur un système mixte. On a du chauffage au gaz pour tout ce qui est partie commune, et tous les cabinets bénéficient donc d'une PAC réversible qui permet d'assurer le chauffage et la climatisation. On est sur un bâtiment qui est économe aussi parce que les matériaux ont une durabilité. La pierre, ça nécessite très peu d'entretien. Le bois, il a un traitement avec un saturateur qui fait qu'il va avoir une bonne tenue dans le temps. Et donc, c'est pas un bâtiment qu'on va devoir repeindre tous les ans. Et donc ça, pour la collectivité, c'est important aussi, puisque c'est déjà un coût considérable de monter cette maison de santé et d'en assurer l'entretien. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait des charges annexes qui s'ajoutent à cet engagement financier. Le projet, il a été élaboré avec le CAUE au départ, et ce partenariat, je pense qu'il a permis aussi à la commune de Belleville-les-Châteaux de faire un concours d'architectes avec des architectes qui venaient d'un peu partout. Je ne sais plus qui étaient les équipes, mais je sais qu'il y avait un Rennais aussi, et ça a permis sans doute d'élargir un peu la réflexion et de vous proposer des projets peut-être un peu plus audacieux que n'auraient pu le faire des agences plus habituées à ce genre de programme. Nous, par exemple, c'est notre première maison de santé, donc en fait, on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'il faut faire dans une maison de santé. On n'avait pas d'automatisme sur ce genre de programme, et donc on a cherché à faire un projet vraiment adapté à ce programme-là et à ce territoire, et à proposer voilà, des espaces qui soient agréables pour les usagers, de faire une belle maison de santé. Donc, les points forts à retenir, c'est, je dirais, un projet global. Donc, en fait, partir du grand paysage, de l'insertion,
pour aller jusqu'à l'aménagement de la banque d'accueil et des mobiliers. Et c'est finalement cette approche globale qui, je pense, permet d'avoir un projet cohérent et qui convient sur presque tous les aspects, j'espère, aux pratiques des professionnels de santé. Et puis un projet social, alors ça c'est moins notre partie, mais le projet il était social avant que nous on arrive, c'est-à-dire un projet au service de la population et au service des praticiens, un projet qui marque l'entrée de la ville et qui est vraiment un projet fort pour la collectivité. Les facteurs de succès, je dirais que la maîtrise d'ouvrage nous a quand même beaucoup épaulés dans ce projet, soutenu en tout cas. Il y a eu beaucoup de discussions, on n'était pas forcément d'accord sur tout, mais on a été soutenu et c'est pas toujours le cas, donc ça vaut le coup de le rappeler. Et puis pour nous, d'un point de vue plus architectural, je dirais que le facteur de succès de ce bâtiment, c'est l'emploi de matériaux simples qui font appel à des savoir-faire traditionnels, ce qui nous a permis de faire appel à des entreprises locales. Et donc, ça a permis vraiment de faire émerger ce projet. Je pense que si on avait eu des technicités plus compliquées, et ben on n'aurait peut-être pas pu sortir l'appel d'offres parce que dans le tissu local, on n'aurait peut-être pas eu des entreprises capables de répondre. Et là, on a eu vraiment cette chance d'avoir une entreprise locale et motivée qui n'avait jamais fait de pierre en neuf, mais qui faisait beaucoup de rénovation. Et finalement, bah, ça a fonctionné. Et puis la charpente bois aussi, bah, c'est quelque chose quand même de très traditionnel, même si on construit beaucoup en béton en France. En fait, on a de très bons charpentiers. Et voilà, je pense que c'est un des facteurs de succès de ce bâtiment. Les retours sur le fonctionnement en exploitation, alors ça fait 1 an que le bâtiment est livré, mais ça fait pas 1 an que les professionnels sont dedans parce qu'il y a une petite phase d'emménagement. Donc bah, voilà, il y a quelques dysfonctionnements qui ont été mis à jour, qui sont en train d'être réglés. C'est la vie normale d'un bâtiment en livraison. Mais globalement, en tout cas à la livraison du bâtiment, les professionnels étaient très contents déjà que le bâtiment soit enfin là, parce qu'ils l'ont attendu de nombreuses années, ils étaient là bien avant nous sur le projet, mais ils étaient contents aussi de la qualité des espaces qui leur étaient proposés. Et donc ça, c'est quand même un peu l'essentiel quand on construit un bâtiment, c'est que ça plaise à ses usagers. Voilà. Ouais. Allô, allô? Ça marche là? Alors, à vous. Première question, gagne, je sais pas, double espresso. Je voudrais revenir sur la construction en pierre. Ah oui, Christophe Gentil, architecte, Cholet Gentil. Je voulais revenir sur la construction en pierre. Vous avez utilisé la pierre en mur séparatif intérieur, en refend, et en mur pignon, et en pignon isolé par l'intérieur, du coup. La pierre, elle est utile. En fait, le mur intérieur que vous voyez tout à l'heure sur la photo, c'est aussi un mur extérieur, puisque, je vais revenir sur le plan, ouais, cette image-là, par exemple. En fait, ici, là, ça, c'est l'angle d'un des pavillons, et on a une circulation couverte qui relie les pavillons entre eux pour permettre aux usagers d'être à l'intérieur jusqu'au pôle généraliste. En fait, ici, c'est l'entrée principale du bâtiment. Et l'entrée du pôle généraliste est au bout de ce couloir, de cette circulation. Et donc, finalement, ce bâtiment-là se retrouve avec une façade un peu intérieure. Mais on est bien sur un mur structurel. Et du coup, la pierre, relativement au problème de l'inertie, il y a quand même des endroits où vous l'avez réhabillée par l'intérieur avec Elle est systématiquement isolée. Elle ne suffit pas toute seule ni pour l'étanchéité, enfin pour l'isolation, ni pour l'étanchéité à l'air. Et du coup, vous avez fait une étude sur la manière de conserver l'inertie de la pierre, malgré le fait qu'on interpose une isolation par l'intérieur? Non. Au résultat, vous avez beaucoup d'inertie dans le bâtiment. Oui, je pense qu'on a plus d'inertie qu'avec des murs en béton. Mais après, on a une structure mixte, on a aussi du mob, donc qui a beaucoup moins d'inertie. Donc la pierre compense finalement les faiblesses de la charpente en bois. Et on est largement vitré aussi sur les grandes façades, donc c'est un équilibre. Et la pierre massive, c'est quelle épaisseur? Elle fait 40. Merci. D'autres questions sur la pierre, peut-être encore?
au niveau de ce choix au niveau du choix de la pierre massive, est-ce qu'à un moment donné, pour des questions économiques, parce qu'après, peut-être qu'au niveau de l'appel d'offres, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a eu qu'un seul maçon qui a répondu, donc c'était une chance. Mais est-ce qu'il avait été envisagé peut-être une solution plus économique où finalement c'était que de l'habillage ou directement parti sur la à aucun moment, parce qu'en plus, cette allège en pierre, elle soutient des poteaux de charpente. Donc l'habillage, il aurait fallu faire un mur béton. Non, à aucun moment on a remis ça en cause. C'est vrai qu'on a eu de la chance à l'appel d'offres parce que clairement, si ce maçon-là répondait pas, je pense qu'avec des entreprises plus grosses, on n'aurait pas, on serait pas sorti au prix. Mais il était dans le prix. C'est aussi une orientation donnée par l'équipe municipale. Mais ça a été dit, on est dans un milieu tuffeau. Il faut voir que historiquement, les extractions importantes du tuffeau ont eu lieu sur Bellevigne-les-Châteaux. Il y a de très nombreuses cavités où ont été extraites les pierres de tuffeau, et notamment pour ceux qui connaissent la Toué, c'était un grand port d'embarquement du tuffeau vers d'autres villes, vers les fameux châteaux de la vallée de la Loire. Et donc, on voulait impérativement ne pas utiliser le tuffeau, vous l'avez dit, mais de retrouver cette texture et cette couleur de la pierre lumière qu'est le tuffeau. Donc, cette pierre nous a répondu. Je me suis personnellement déplacé avec le cabinet Rome sur Poitiers pour valider les pierres proposées, mais c'était vraiment pour ce rappel historique des habitants, se disant on fait un bâtiment de haute qualité malgré tout, mais on voulait retrouver cet aspect. Et pour ceux qui connaissent, Chassé a un château aussi, qui est propriété de la commune, qui est en tuffeau, donc on voulait absolument ce rappel-là. Et bien sûr, le coût, on s'attendait à ce que le coût soit important. Et si on compare avec Douai, le coût au mètre carré est bien supérieur. Il y a le Covid. Non, mais post. 2 ans après. Ouais. Mais sur la pierre aussi, il faut dire qu'on a eu la chance de passer au bon moment. On a travaillé donc avec la carrière France Pierre dans le Poitou. Leur demande depuis ce projet-là, elle a explosé, et aujourd'hui les projets en pierre, ils sont pas du tout. La pierre massive n'est pas chiffrée à ce prix-là. Maintenant, on phase esquisse. Autre question, sinon j'en ai une autre sur la pierre. À l'intérieur, mur refend, donc porteuse. Le soutènement porteur, le bureau de contrôle. Si jamais une autre commune veut refaire, je ne sais pas, des murs en pierre, est-ce qu'il y a des choses à vérifier, des vigilances à avoir, le bureau de contrôle à se mettre sous le coude direct? Il y a le bureau d'études d'abord, faut qu'il soit moteur, parce que il y a des bureaux d'études qui, sur du mur en pierre, alors que c'est une technique quand même éprouvée, disent qu'il faut mettre des chaînages, etc. On a la chance à Saumur d'échapper aux règles sismiques, donc ça facilite largement les choses. On est sur un bâtiment en rez-de-chaussée, ça facilite aussi les choses. Mais on avait un bureau d'études donc qui a été très moteur pour que la pierre soit maçonnée de façon traditionnelle, et un bureau de contrôle qui a suivi. C'est pas toujours le cas. Et donc voilà. Après, il faut que les bureaux d'études puissent convaincre les bureaux de contrôle. C'est c'est pour ça qu'on les prend dans les équipes. C'est la PAV Cholet. Ok. On peut revenir sur la pierre plus tard, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le système d'occultation des surfaces vitrées, donc c'est le choix massif de voilage qui a été pris. Est-ce qu'il y avait eu d'autres pistes? Alors, en fait, le système d'occultation, il est double. Il y a des stores extérieurs qui permettent de gérer c'est du contrôle solaire. Et il y a aussi des voilages en complément, puisque les praticiens, évidemment, ont demandé à ce qu'on n'ait pas de vue dans les cabinets. Mais nous, on ne se voyait pas leur imposer d'être dans le noir pour qu'il n'y ait pas de vue depuis l'extérieur. Donc voilà, le système est double. Je pense que la plupart ferment les rideaux toute la journée, encore qu'un dentiste a moins besoin d'intimité qu'un généraliste. Donc le but, c'était d'avoir un système un peu à la carte pour les praticiens. Autre question?
soit 18 mois. Des entreprises qui ont un peu pris leur temps, on va dire. Non, on n'a pas eu d'aléa majeur. La pierre, je pense que le maçon avait peut-être un peu sous-estimé l'ampleur de la tâche et les délais de livraison, etc. Ça a été un peu long au démarrage parce que c'était une petite entreprise qui n'avait pas forcément de bureau d'études, donc sur toutes les questions de calpinage, etc. Il n'avait pas forcément les compétences en interne pour le faire. Donc il y a eu un peu de retard au démarrage là-dessus. Et par contre, après, en pause, ça l'a fait. Mais voilà, c'est les contraintes de travailler avec des petites entreprises. Il faut dire qu'à Saumur, ça a été compliqué. Enfin, dans l'extérieur de Saumur, c'est compliqué de trouver des entreprises. On l'a vu à l'appel d'offres, on a appelé beaucoup d'entreprises avec qui on a l'habitude de travailler, que ce soit à Angers, à Nantes. Il y en a beaucoup qui nous disaient non, on ne va pas à Saumur, c'est trop loin. Donc voilà, après, ça sélectionne 18 mois. Après, le bâtiment est quand même un peu étendu, il y avait des aménagements paysagers. Voilà. Il n'y a pas eu d'aléa majeur. Vous aviez présenté un prototype de votre façade et j'ai trouvé que c'était une approche hyper intéressante parce que très pédagogique et qui permettait aussi à l'ensemble à la fois de la maîtrise d'ouvrage et des futurs usagers de visualiser l'aspect qu'allait revêtir le bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette proposition? Alors nous, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. C'est utile pour le maître d'ouvrage, mais c'est utile surtout pour nous. Déjà, ça permet de vérifier des mises en œuvre. Là, sur ce projet-là, ça a permis de vérifier que certains systèmes d'accroche de charpente, par exemple, ne fonctionnaient pas tels qu'on les avait pensés. Donc, on était dans le bon timing pour remettre en cause les choses et puis plutôt que de voir la catastrophe arriver sur le vrai bâtiment. Donc, ça, c'est toujours bien. Ça permet de valider des choix de teinte de store, des choses comme ça, de finition de l'azur sur les fenêtres, etc. Ça a permis aussi sur ce chantier, parce que le charpentier avait des doutes sur les fixations dans la pierre. Donc il a fait plein de tests, on a des photos où il a fait venir son fournisseur de chevilles et il a criblé le mur, il avait 3 méthodes avec différents diamètres, etc. Donc ça a permis de faire un mur un peu sacrificiel pour tester ses fixations et déterminer le bon système. Donc voilà, mais nous c'est vraiment quelque chose qui est systématique maintenant parce que ça permet de régler plein de sujets de pose, d'étanchéité des fenêtres, de comment la navette se met, etc. Et ça permet aussi aux entreprises de travailler déjà ensemble avant le test grandeur nature et ça marche quand même beaucoup mieux sur un prototype que dans un carnet de détails où tout fonctionne, mais en vrai souvent il y a quand même des petits couacs. Ce prototype, on l'a réutilisé parce que ça nous faisait mal au cœur de jeter ces pierres. Et il se trouve que les packs pour la climatisation, on avait imaginé initialement un système où les packs étaient enterrés pour les dissimuler parce qu'on ne voulait pas qu'elles se retrouvent au milieu de nos aménagements paysagers et que quand les gens sortent de leur voiture sur le parking, ils se retrouvent face à des packs comme si elles avaient été oubliées à la conception. Et finalement, la fosse enterrée, aucun fabricant ne voulait s'engager là-dessus. Et donc, on a réutilisé les pierres du prototype pour fabriquer un abri qui permet de dissimuler ces packs. Et donc, depuis le parking, on voit un muret en pierre et des packs cachés derrière ce muret. C'est pas une question, c'est plus un témoignage, parce que j'ai découvert le bâtiment cet été sur la route des vacances, et parce que j'avais pas pu venir malheureusement à l'inauguration. Et il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Et l'idée, c'était juste de rester 5-10 minutes pour voir, et on est resté 1 heure dans le bâtiment. On s'y sentait très bien. L'effet de circulation naturelle de l'air dans les parties communes, avec ces voilages qui flottaient, avec la petite brise qui venait de l'extérieur, était extrêmement confortable. Il régnait une grande sérénité dans le bâtiment. Il y avait pas mal de patients dans les différentes unités, mais j'ai
je témoigne du fait qu'il y a une très très belle ambiance dans votre bâtiment, qu'on s'y sent bien, que c'est calme, lumineux, clair, avec des vues magnifiques effectivement sur les lointains. Et je trouve que vous avez vraiment réussi à répondre à ces enjeux à la fois d'ouverture sur le paysage et d'intimité des cabinets. Vous avez vraiment réussi sur ces deux volets et je voulais vous exprimer mon admiration sur la qualité de votre réalisation. Est-ce qu'il y a une autre question ou témoignage? Est-ce que vous pouvez un peu préciser ce que vous avez fait au niveau du traitement des bois entre les menuiseries et les bardages? Alors, les menuiseries, elles sont en chêne. Elles sont lasurées en usine. L'entreprise, c'est Bourgneuf qui a posé les menuiseries, ils sont dans la Sarthe, refuse tout autre traitement qu'un traitement qui sort de son usine, et je pense qu'il a raison. Donc pour des questions de garantie, là-dessus, on n'avait pas de choix, si ce n'est le choix entre deux teintes. Les épines que vous voyez, les petits poteaux là, sont également en chêne, donc fournis et posés par le menuisier avec le même traitement. Au niveau des bardages, le bardage c'est du Douglas avec un saturateur qui est teinté de manière à obtenir une teinte similaire à celle du chêne. Ça c'est Orlo qui a fourni le saturateur. Et ils ont tout simplement contre-typé, on leur a donné un morceau de menuiserie en chêne et ils nous ont trouvé la bonne couleur de saturateur pour traiter le bardage. Et ça nous prête tous. Ah si, là, sur la photo, je n'ai pas parlé de ça. Cette grande circulation qu'on appelle la circulation mutualisée, donc qui permet de faire le lien entre tous les pôles, c'est un plancher en CLT. Donc, lui, en fait, il a juste un vernis intumescent, puisqu'on est obligé d'avoir un plafond M1. Mais sinon, on aurait pu le laisser presque brut, mais on était obligé donc d'avoir ce traitement intumescent dessus. Autre question? J'ai une question sur la ceinture verte, du coup, volontairement densifiée, du coup, contre les pesticides. Est-ce qu'à terme, du coup, cet effet vu sur le grand paysage va persister, ou est-ce qu'il sera sérieusement amoindri? Parce que une ceinture verte en L ou en U, et donc c'est ouvert plutôt côté route, zone d'aménagement alter et centre-ville. C'est ça. Après, je dirais tout dépend de l'entretien qu'en fait la commune, puisque tous les aménagements paysagers sont entretenus en direct par la commune. Et puis peut-être aussi l'évolution des pratiques dans le vignoble. C'est peut-être plutôt ça. Alors, pour la petite histoire, la commune a été amenée à acheter une bande de filles sur un des côtés, suite à une manifestation de la fédération viticole. Donc la commune est propriétaire aujourd'hui d'une dizaine de rangs sur le côté est. Sur le côté nord, il y a un chemin, donc plus à distance. Donc l'objectif à terme, on est maître quand même. On a demandé à l'ancien vigneron de continuer à cultiver cette parcelle-là, mais on a passé une convention pour qu'il soit en culture raisonnée dans le premier temps et en culture biologique demain. Et il est propriétaire des deux côtés que j'évoque. Donc effectivement, l'objectif, ce n'était pas de laisser grandir d'une façon démesurée cette bande qui nous a été obligée ponctuellement. Donc non, on la limitera en hauteur, c'est une obligation, mais le fait de l'ouverture sur les grands paysages demeurera. Autre question? Moi, j'ai une question concernant le maçon qui était intervenu. Vous disiez que du coup, c'était un chantier qui était un petit peu plus gros que ce qu'il avait l'habitude de faire. Est-ce que cette montée en compétences lui a permis de développer un petit peu son entreprise
et de répondre à des chantiers plus gros après, ou est-ce qu'au contraire il s'est dit voilà c'était un peu ma limite, j'y retourne pas forcément? Alors, je ne sais pas, donc je vais laisser Monsieur le maire répondre puisqu'ils habitent la même commune. Oui, l'entreprise Biocho, qui a été reprise il y a quelques temps, notamment au moment où la construction démarrait, c'est une entreprise d'une dizaine de salariés qui est très compétente dans ce qui est la rénovation du fond. Donc, le savoir-faire, ils l'avaient, ça avait été dit par Mme Klinger. Simplement, leur équipe avait leurs limites, mais qui, à mon sens, a été compensée par la proximité, puisque l'entreprise est à moins de 2 km de la maison de santé. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui vit bien. Dire qu'elles font des chantiers à ce niveau-là, on n'en fera pas tous les jours, c'est clair, mais ils ont cette compétence-là. Donc, il n'y a pas de souci, elle fonctionne bien, elle est reconnue comme telle sur la rénovation. Elle fait aussi de l'habitat social, hein, mais pour en avoir fait un programme sur Chassé à l'origine, elle est sur aussi de la qualité. Parce que quand je travaille, moi, avec les bailleurs, enfin, quand je dis moi, mon équipe a l'exigence de qualifier le bâti et d'y mettre généralement un peu de cofinancement de la commune, mais avec des exigences, par exemple, sur les isolants, hein, c'est biosourcé, hein, ce qu'on fait tous maintenant, il n'y a pas de doute. Hein, mais là-dessus, nous, on est intransigeants sur le fait d'avoir en couverture des matériaux traditionnels, hein, soit ardoise, soit zinc. Et donc, effectivement, cette entreprise-là, avec certaines entreprises de couverture, là, c'était le cas, l'entreprise est locale, puisqu'elle est de Vernois, de mémoire. Donc, et elle travaille sur la commune aujourd'hui sur la rénovation d'un programme locatif de 15 maisons. Voilà, donc un vrai savoir-faire. Ça ne peut que conforter la qualité de ces entreprises et de favoriser les projets à faire. Mais les projets sont tendus aujourd'hui. Même question que pour CUP tout à l'heure. Du coup, ce projet, dans le travail de l'agence, je disais que c'était la première maison de santé de Rome. Est-ce que vous avez... Alors, oui, c'était la première. Du coup, on se sert de cette référence pour candidater sur d'autres maisons de santé. Et en ce moment, on est retenu sur un pôle de santé à Lorient. Mais on n'a pas d'autres projets en étude là-dessus. Après, c'est fini que depuis un an. Moi, j'ai une question pour l'intérieur, l'acoustique. Parce que, bon, je vois que des surfaces lisses, plein de pierres, donc je ne sais pas quelle qualité a la pierre naturelle côté acoustique. Je vois des plafonds bois fermés. Ouais, mais on voit un rideau. Hein? On voit un rideau, et c'est le rideau ici qui fait l'acoustique. Ah ouais? Du voilage acoustique. Alors là, je recommande. Ils sont très beaux et ça marche. Alors après, c'est un lieu de passage, c'est pas un lieu d'attente. La maison de santé de Belleville-les-Châteaux, il y a du monde, mais c'est pas non plus un hall de gare, quoi. Donc les exigences enfin, on est au niveau. Les tests ont été réalisés et ça marche. Après, on a des plafonds quand même en fibra dans toutes les salles d'attente et tous les cabinets sont traités aussi. Et les salles d'attente dans les alcôves, oui, ouais. Qui sont ouvertes sur la circulation. Elles sont ouvertes sur la circulation, mais elles ont un plafond acoustique par contre. Et autre question par rapport à ces matériaux. Donc là, bon, ça se voyait mieux sur l'ordinateur. Là, le plafond, il est aussi en fibre de bois ou c'est du bois? Celui-ci, c'est du bois massif, c'est du CLT. Ouais. Et donc, tous vos organes dans lesquels il faut qu'on arrive pour faire la maintenance ou les bouches d'aération ou n'importe, ce n'est pas là. Alors non, c'est pas là. Tous les réseaux électriques passent au-dessus du CLT, entre le CLT et la couverture zinc. Et cette grande circulation, en fait, il y a tout simplement des entrées d'air dans les fenêtres et une extraction qui est dissimulée entre deux pierres au bout de la circulation. Mais en fait, cet espace-là, il n'est pas très contraignant en ventilation. Donc, oui, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de ventilation à passer en apparent. Pas dans les espaces d'attente. C'est le compromis qui a été trouvé, c'est de dire tous les cabinets sont climatisés
Il n'y en a pas dans les espaces d'attente, il n'y en a pas dans le pôle commun. Oui, Adrien de Gestion BAT, question technique. Le plafond CLT, c'est une raison esthétique ou c'est une raison structurelle? Structurelle. C'est pas un plafond, c'est un plancher. C'est une dalle structurelle en CLT qui porte sur les poteaux qu'on ne voit pas parce qu'ils sont derrière les rideaux. Il y a des poteaux métalliques qui portent une poutre qui porte le CLT. Et sinon, il y a des cornières en fait qui sont. Il y a une planche qui cache les cornières. Donc il y a des cornières métalliques qui sont fixées sur la pierre qui portent le CLT. Oui. Autre question, sinon j'en ai une. Sur le paysage, je sais que c'est d'ici là. Je sais qu'il porte beaucoup attention à aussi le changement climatique, c'est-à-dire quelle essence est-ce qu'on met aujourd'hui pour être sûr que dans 20, 30, 40 ans, c'est encore valable ou ça aide encore. Est-ce que tu peux en dire plus des essences qu'ils ont choisies peut-être pour les plantations ou pas du tout? Alors, pas trop, parce que mes compétences dans ce domaine sont limitées. Non, ce que je peux dire par contre, c'est que c'est un gros regret pour eux aussi, cette haie qui nous a été imposée, puisque c'est pas que le principe de la haie qui a été imposé, c'est aussi les essences qui la composent. Et qu'ils n'étaient pas forcément en accord avec tout ce qui était imposé là-dedans, mais comme on n'a pas eu le choix, voilà. Donc non, je préfère ne pas parler à leur place plutôt que de dire des bêtises sur le paysage. Pour les essences, on est dans le parc naturel, donc avec une charte qui a été renouvelée dernièrement, avec des essences obligatoires à respecter. Ce que je peux dire après coup, c'est que j'avais quelques doutes, je l'avais formulé sur le fonctionnement des loups. Pour quelle raison j'avais cette interrogation? C'était par rapport à la bière. Dans le cas de salissure, on sait que les loups, lorsqu'il y a des rejets d'eau, il n'y a pas de gouttière, par exemple, sur les toitures, ça descend des loups. Et de l'année aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et au départ, j'avais quelques doutes parce qu'elle n'était pas fonctionnelle, parce qu'il n'y avait pas de plantation, il n'y avait pas la plante de copeaux de. Et aujourd'hui, il n'y a pas de salissure, donc ça fonctionne. Merci. Super, donc du coup, j'ai envie de rebondir. Donc, tu n'as pas de gouttière, alors, ça pas de descente d'eau pluviale. Configuration. Quand on a des nids en pied de bâtiment, on n'a pas de gouttière. Donc l'eau s'évacue au bout de la toiture à joint debout directement dans la nue. On a des débords aussi, on s'est permis ça parce qu'il y a un débord. Par contre, là où en cœur d'îlot, je pense que j'ai une photo ici, voilà. Là, sur les toitures du cœur d'îlot, on a des gouttières et des descentes, puisque en fait le débord, sinon l'eau tomberait sur les cheminements, et donc évidemment, on n'a pas envie d'arroser les gens. Le but c'est plutôt de les abriter, et donc là on a des descentes. J'avais une question sur les usages encore. Si, alors c'est peut-être plus, monsieur le maire, dans la programmation, il me semble me souvenir que les parties communes pouvaient être ouvertes à des usagers de l'extérieur, la salle de réunion en particulier, et dans la conception, il y a une entrée indépendante. Voilà. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose qui s'est bien développé pour vous. Ce pôle, effectivement, qui était une sollicitation de l'ensemble des professionnels, avait différents besoins pour répondre effectivement des réunions des professionnels de santé, puisqu'on l'appelle CISA, CISA, c'est lié à l'ARS. Donc, il n'y a pas que les professionnels, dans cette CISA, il n'y a pas que les professionnels de la maison de santé des villes, il y a d'autres professionnels du Saumurois, ils sont 25 ou 30 quand même, dont la pharmacie qu'on n'a pas évoquée, mais est venue s'implanter sur le même espace, la pharmacie que nous avions sur Brézé, mais elle voulait sortir du village de Brézé pour des raisons, c'est sa maison personnelle, et aussi la possibilité de s'étendre. Donc on a d'autres professionnels, la pharmacie sur une autre commune à côté et dans la CISA. Donc ce besoin d'avoir
des échanges, par exemple, sur le diabète avec les professionnels, puisqu'il y a une infirmière à Zalé qui travaille dans le pôle médical avec 5 généralistes. Donc, encore il est généraliste, d'organiser des temps forts sur la santé. Donc, tout ce besoin de salles de réunion qui viennent de compléter l'équipement avec un très beau tableau interactif et avec une entrée séparée. De la même façon, le cabinet de SPAT a mis à son entrée spécifique, mais là, c'est d'une façon réglementaire. Et donc, il y a le bureau du coordinateur. C'était une coordinatrice, mais aujourd'hui, c'est un coordinateur. Voilà, ce besoin aussi de lien vers les professionnels de la maison de santé des villes, mais aussi vers les autres professionnels. Donc, voilà, et nous avons lancé une enquête récemment là, pour l'ABS sur le volet social. On va avoir le retour ce soir de cette ABS et on a lancé une enquête auprès des habitants. On a eu à peu près 250 réponses et j'attends avec impatience les retours, mais j'en ai lu quand même un certain nombre. Eh bien, effectivement, la maison de santé était attendue des habitants. Elle est attendue au niveau des professionnels, la réponse à apporter, mais aussi sur ce besoin d'information que celle-ci pourra donner et au travers de ce pôle de coordination. J'espère avoir répondu. Oui, très bien. Oui. Bonjour, Sophie Chevel, architecte Chevel et Gentil. Vous pouvez rappeler le nombre de places de stationnement parce qu'en fait, la localisation du projet nécessairement implique l'usage de la voiture. Enfin, ça semble assez normal, mais dans le rapport nombre de praticiens, nombre de places de stationnement, parce que c'est toujours un peu effrayant la taille de ces parkings. Voilà. 64 places compris le parking praticien. Et il y a combien de praticiens au total au final? Une dizaine, une dizaine. De mémoire, ils ont 19 places, les praticiens. En fait, la poche qui est ici est dédiée aux praticiens, puisqu'ils ont une entrée là sur les côtés. D'accord. Et l'entrée principale du bâtiment est ici. Donc, tout le reste du parking est dédié aux usagers. Avec une bande ici qu'on a faite en stationnement enherbé, puisqu'on avait considéré que comme c'était plus loin, c'était sans doute moins utilisé. Et que voilà, ça permettait de désimperméabiliser un peu. J'aurais sinon aussi une question sur c'est RT 2012. Il y a tellement de matériaux biosourcés que je me dis tiens, la RE 2020, je ne sais pas. Après, il y a beaucoup de verre, il n'y a pas de plein de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si cette maison devait répondre à la RE 2020, est-ce que tu saurais sur quoi il faut jouer? Je pense effectivement que c'est des surfaces vitrées qui nous pénaliseraient, malheureusement. Je pense que c'est sa qualité quand même, très largement ouverte. Et puis, sans doute les énergies aussi, puisqu'on est raccordé au gaz. En même temps, on est dans un milieu rural où, par définition, on n'a pas un réseau de chauffage urbain qui passe le long de la parcelle, donc on fait avec les ressources qu'on a. Et du gaz, d'en avait. Voilà. Alors, juste une question, est-ce que la charpente pourrait supporter du solaire, par exemple? Oui, sans doute, avec un préjudice esthétique non négligeable, notamment pour l'entretien, parce que si on nous demande après des garde-corps, etc., c'est plus du tout pareil. Voilà. On s'est attaché à faire des toitures les plus discrètes possibles, sans émergence technique. Ça a été un défi. Et on a un couvreur qui a bien joué le jeu, donc c'est vrai que peut-être que ce serait préjudiciable à l'esthétique du bâtiment. Parce qu'effectivement, ce qu'a fait Douai, et c'est très bien d'avoir du photovoltaïque en autoconsommation, là c'est un choix politique de la commune, d'une façon générale sur notre territoire de la commune, c'est qu'on a un méthaniseur, donc on a une production verte quand même de gaz, on a la chance d'avoir le réseau distribution surchassé Saint-Cyr, pas sur Brésil, mais sur 2 communes. Et puis, on a aussi un parc photovoltaïque de plus de 3 hectares 5, qui est à moins de 800 mètres de cette maison. Donc, on a privilégié ces projets complémentaires sur d'autres sites que venir
mettre là du photovoltaïque. On le fait par ailleurs, et là, mais c'est une société associative, hein, sur un des bâtiments du méthaniseur, il y a effectivement une toiture en photovoltaïque. Donc on a choisi ces orientations-là que de venir impacter l'architecture de projet. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, super. Je vais revenir sur les coûts du projet. Donc, on a vu que le coût de construction au mètre carré, il est assez important. On a vu que c'est une volonté politique d'avoir un bâtiment de qualité avec des matériaux qui sont certes onéreux. Est-ce que c'est peut-être plus pour Monsieur le maire, est-ce que le budget initial du projet a été revu ou est-ce que dès le départ, vous aviez prévu l'enveloppe financière nécessaire à avoir une qualité telle que pour avoir ce bâtiment-là? Généralement, on s'attend toujours, nous, collectivités, à ce que les budgets estimés de départ pour établir nos budgets soient réévalués. C'est assez courant, mais encore faut-il que ça soit admissible. En fait, on est parti sur le fait de travailler avec les professionnels, de répondre à l'usage des professionnels et répondre à prendre soin de nos habitants et plus largement, bien sûr, d'un territoire. Il s'agit de, lorsqu'on a des exigences architecturales, c'est le premier élément. Mais c'est la durée de vie aussi du bâtiment qui nous importe. On a le même regard, mais comme d'autres communes, hein, sur lorsqu'on refait des voiries, c'est d'aller vers du durable, de ne pas faire des pansements. Et encore plus, à plus forte raison, lorsqu'on est sur un bâtiment aussi important, c'est qu'il dure dans le temps. Ça détermine aussi le choix et bien sûr, la conséquence, c'est le prix. Bien sûr, collectivité, on est amené, nous, peut-être différemment qu'un investisseur, où lui, il va aller vers une rentabilité du projet. Nous, on a un regard un peu différent, c'est comment on va financer de tels projets. Il faut qu'il soit durable dans le temps. Un investissement lourd, la qualité c'est la durée pour moi. Et puis, on va chercher des financements. Pourquoi aussi les collectivités sont porteurs de tels projets, veulent rester maîtres d'ouvrage, et je pense que ça a été le même regard à Douai, c'est qu'on a la capacité d'aller chercher des cofinancements. Je ne me cache pas, mais c'est largement le cas à Douai, nous sommes allés chercher 50% de cofinancement. C'est-à-dire qu'en réalité, ce projet qui globalement c'est de 4,4 millions d'euros, nous avons 2,2 millions d'aide de la région, du Fonds européen, du département, du syndicat d'énergie. En fait, on va chercher des cofinancements. Et l'objectif, c'est bien sûr de permettre des loyers du mètre carré accessibles. C'est toujours le grand problème avec les professionnels de santé, c'est toujours trop cher. À un moment donné, c'est quand même l'argent des concitoyens. Et donc, on doit trouver l'équilibre entre le prix de loyer et le financement par la commune. Là, en l'occurrence, pour Belleville-les-Châteaux, nous avons effectué un emprunt d'1,5 million qui est couvert par les loyers. Vous allez certainement demander le prix du loyer au mètre carré. Pour faire référence à tout à l'heure, j'ai bien entendu 11 € du mètre carré. Nous sommes à 12 € du mètre carré, un petit peu plus élevé. Avec la prise en charge, enfin, la prise financière des charges des praticiens. C'est un peu au-delà. Peut-être répondre sur ce point-là. Après un an de fonctionnement, ne regrettons pas d'avoir eu cette obligation, mais le choix de 2 énergies, gaz et électricité. Et ça a été évoqué préalablement. Le coût d'énergie est très variable d'une année à l'autre. Ça a été plombé par le coût de l'énergie électrique, là, les dernières années, beaucoup moins par le gaz. Donc, dans le temps, ça nous permettra vraisemblablement d'équilibre. On ne sait pas ce que sera fait demain, ça c'est clair, mais là, on constate quand même l'équilibre. On a un coût de charge électrique élevé, mais par contre, le gaz était plutôt plat, ce qui permet de répondre. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est assez judicieux.
question plutôt sur l'usage pour vous, monsieur le maire, cette volonté des praticiens d'être regroupés mais en même temps quand même séparés, avec un peu de temps d'activité maintenant, d'expérience sur site. Est-ce qu'ils sont toujours pleinement satisfaits d'avoir 4 pôles bien identifiés, 4 secrétariats, des entités quasi autonomes regroupées, mais est-ce que vous sentez que la marge de manœuvre est plus ouverte à l'usage? Non, le fait qu'on est sur un même pôle, enfin on est sur une même structure. Donc là, c'était une volonté d'avoir un bloc généraliste. En fait, on a fait un bail, un seul bail pour les généralistes. Alors pour nous, collectivités, c'est plus facile à gérer. C'est plus facile à gérer qu'avec les 6 cabinets du pôle auxiliaire. Là, on a été obligé d'avoir un bail par praticien, ou par 2, parce qu'il y a parfois la psychologue et la diététicienne, elles sont regroupées. Mais voilà, donc la gestion est plus facile. Mais l'avantage là, c'est le pôle de coordination. Et donc le pôle de coordination, c'est un lien à l'ensemble des praticiens. Donc, ils travaillent ensemble quand même. Les généralistes travaillent avec les infirmières. On a 7 infirmières, plus l'infirmière installée, qui elle est en direct avec les généralistes. Mais ils sont en lien permanent. C'est pas le fait, la structure du bâtiment avec cette circulation principale fait qu'ils ont ce centre, ce lien, en fait, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est le lien. C'est cet accès qui dessert les 4 pôles. Donc en fait, non, ils peuvent travailler ensemble. Aujourd'hui, on attend les chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes auront leur pôle, mais ils seront liés aussi à la CISA. Pour preuve, c'est que les 2 chirurgiens dentistes qui sont restés sur son mur, qui auraient dû arriver, ils ont choisi. Alors, pour la petite anecdote, ils ont choisi de rester à son mur parce qu'ils pensaient que leur projet de rénovation de leur bâtiment irait plus vite que là. En fait, notre bâtiment est sorti avant de l'heure. Mais bon, peu importe. C'est ainsi. Mais là, c'est la CISA qui fait le lien. C'est ça qui est important, en fait. Alors, à terme, on est 20 professionnels aujourd'hui, 18 pour une secrétaire et le coordinateur. Les problèmes, on a 4 cabinets chez dentistes, un en proctologie. Ils travaillent généralement avec l'assistant. Parfois, une assistante pour 2 cabinets, c'est variable. Donc là, dans le pôle chirurgien dentiste, on pourra avoir 6 professionnels, plus le secrétaire. On a 15 cabinets en tout, mais certains mutualisent, partagent les cabinets. Enfin, il y a 15 cabinets de consultation, toutes professions confondues, puis après il y a les secrétaires. Voilà, c'est ça. Les infirmiers. Merci. Oui, donc Astrid Agassiot du CAE, moi j'ai une question sur le plan masse. C'est pas grave, parce que vous avez parlé donc des 4 pôles, mais sur le plan masse, il y a un bâtiment qui est connecté. Parce qu'en fait, ce bâtiment-là, c'est la pharmacie. Nous, quand on a fait le concours, il n'y avait pas de forme pour la pharmacie, on va dire. La demande, c'était donc de faire l'implantation de cette maison de santé, des parkings, et de prévoir l'implantation d'une future pharmacie. Au départ, on ne l'avait pas du tout prévu comme ça, parce qu'on l'avait mise le long de la route, mais en fait, il y avait une bande d'inconstructibilité par rapport aux vignes, etc. Donc on a revu complètement le plan masse au démarrage, on a baissé la maison de santé pour que la pharmacie trouve une place qui corresponde aux surfaces sur lesquelles la mairie s'était engagée par rapport à la pharmacienne donc de Brézé, qui avait pour projet de faire construire son bâtiment. Mais c'est un projet distinct, comme c'est une maîtrise d'ouvrage privée, elle a eu le choix de son maître d'œuvre, donc elle n'a pas souhaité travailler avec nous. La collectivité a cédé que l'espace où elle a implanté la pharmacie. Mais elle bénéficie des parties. Et donc l'emprise de la pharmacie, c'est quand même vous qui l'avez... C'est nous qui avons déterminé l'emprise. Mais après, on n'a rien géré d'autre, si ce n'est les interactions en chantier. Vous n'avez pas fait de charte Non. Que ce soit cohérent. Monsieur le maire s'est chargé d'analyser. C'est toute la différence entre un projet
communal, public et d'un projet privé. J'aurais aimé avoir une qualité. En fait, je n'avais pas perçu, moi, la question qui se pose, c'est la hauteur du bâtiment. Le bâtiment est à 2 niveaux. Et effectivement, je n'avais pas mesuré, quand on a étudié le PC, la hauteur de ce bâtiment, ce qui est relativement difficile. Et effectivement, j'ai eu des échos où il était trop élevé. C'est indéniable. Après, lorsqu'on a un regard plus lointain, la hauteur n'a pas du tout le même impact. Voilà. Il aurait mérité d'être un peu plus bas. Après, l'objectif était aussi, là encore, d'amener un service complémentaire aux habitants. C'est-à-dire que quand on va dans une maison de santé pluridisciplinaire, eh bien, lorsqu'on a la pharmacie IANA, eh bien, on est complémentaire. Ça, c'était mutualiser aussi les espaces publics. Là, on est amené, au regard du ZAN, d'utiliser le plus rationnellement les mètres carrés du foncier. Et donc là, ça permettait de mutualiser ce que j'ai pu faire, moi, par ailleurs, entre un espace sur un lotissement, notamment un parking, pour un ensemble de 15 logements locatifs publics, de permettre, pris en charge par la commune, pour qu'une entité économique qui est à moins de 50 mètres puisse utiliser le jour le parking. Donc voilà, c'est cette obligation qu'on a, mais légitimement, on a besoin de répondre, c'est d'utiliser le plus possible les mètres carrés. Et on est soumis aujourd'hui à ce qu'on appelle un budget vert dans les collectivités, et donc d'étudier, du moins de commencer à étudier, pour les plus petites communes, c'est quand même assez délicat, ce bilan carbone sur nos investissements. Et là, malgré les matériaux biosourcés qui sont utilisés largement, bien en définitive, il est totalement neutre, voire défavorable, parce qu'on a utilisé des mètres carrés du foncier. Peut-être que dans le temps, cela sera revisité par l'État. C'est assez contradictoire. Autant on consomme du foncier, c'est défavorable, mais lorsque dessus on fait un bâtiment relativement émergent et plutôt vert, ça devrait contrebalancer, mais ce n'est pas le cas dans la définition actuelle. C'est là. Rapidement pour Monsieur le maire, en fait, c'est une question un peu indiscrète, mais savoir si dans la recherche des subventions, vous aviez été accompagné ou alors bon, le CAE a suivi, enfin, en tout cas les premières études et tout, mais je ne sais pas si dans la recherche justement des subventions, nous on a souvent eu affaire à des collectivités qui peinaient justement à réussir à aligner leurs engagements et le coût financier de certaines opérations. Donc de savoir, alors peut-être que oui, pour les deux communes, ça peut être intéressant de voir comment vous avez réussi à trouver voilà, les aides nécessaires pour aboutir le projet. Les finances, c'est le nerf de la guerre. Donc en fait, Medway aurait exactement la même réponse. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités, il y a des périodes où on peut aller chercher des subventions. Là encore, je reviens à la création d'une commune nouvelle. Je connais bien l'intercommunalité, j'ai de nombreux mandats, j'étais vice-président d'Aglo, je connais très bien les rouages, et en venant, on en a parlé d'ailleurs d'aménagement du territoire. Donc il y a un savoir-faire. Et pourquoi on est à l'origine de créer des communes nouvelles? C'est justement pour avoir des services qui ont cette compétence de nous accompagner, nous élus. Les élus apprennent beaucoup de choses dans le temps, mais quand on est nouvellement élu, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on a besoin de partenaires autres, hein, comme le CAE, quand il s'agit de nous accompagner sur le concours d'architectes, entre autres, et sur d'autres éléments, sur la programmation. Mais sur la recherche, c'est un vrai savoir-faire. Là, lorsqu'on est conseiller communautaire, qu'on gravite à différents échelons, on connaît les rouages des autres structures, on connaît comment fonctionne la région, comment fonctionnent les services de l'État. J'aurais dû commencer avant la région, commencer par l'État. Parce que là, nous, on a été, le FNADT, on a été accompagné de 500 000 € par l'État. Et l'État aussi nous a accompagnés au travers de la DSIL, DETR. Donc 862 000 hein, de l'État sur ce projet-là. Donc la région, une enveloppe de 300 000 parce qu'ils avaient une cible vers la santé.
Nous sommes allés chercher 100 000 € du département, alors que le département n'a pas grand-chose à faire sur de tels projets. Voilà, on a été chercher aussi le syndicat d'énergie parce que on regarde du gaz notamment, pas le tenant de gaz, sur les pompes à chaleur et sur la qualité d'isolation. Donc, ouais, effectivement, c'est un vrai savoir d'aller chercher des subventions. Il faut avoir les services pour que les élus aient connaissance de tout le fonctionnement de ces services extérieurs, mais il faut aussi avoir la capacité technique et administrative des services pour aller chercher ça. Parce que lancer de tels dossiers, ne serait-ce que l'appel d'offres, on ne l'a pas évoqué, mais là, on a besoin de partenaires. Un appel d'offres, c'est pas simple. Hein. Bien sûr, la maîtrise d'immeuble est là, mais on a affaire maintenant à une dématérialisation, ce qui est nécessaire, mais encore faut-il savoir le faire. C'est pas le cas d'une petite commune de 300 habitants. Bon, j'ai rien contre les petites communes, elles ont droit de vie, elles n'auront pas autre choix que de se regrouper pour mener de tels projets. Non, c'est vrai. C'est une opportunité qu'il faut saisir, mais il faut être aussi membre de la société. L'État fait des appels à projets. Si vous êtes dans les wagons, c'est bon, si vous êtes dans les wagons, si vous avez 50% d'aide publique, l'État. On a eu surtout un très bon coup de fil du sous-préfet qui nous appelle et qui nous dit votre projet de santé, il reste en peu. Vous pouvez nous faire une demande de combien allez-y, voilà. Non, c'est plus. Mais ça, c'est une opportunité. Il y a reconnaissance aussi d'être dans une démarche, à l'origine, je l'avais expliqué en 2014, reconnaissance à mise en compte de compte, qui a aussi la volonté de l'État de montrer des réalisations qui étaient exemplaires et de les accompagner vraiment fortement. Donc ça a été pour nous formidable. Pour compléter Damien, on n'a pas eu cette opportunité mais là, on a été recherché là aussi vraiment porter ce regard, c'est le rôle des élus avec ces services. Et là, nous, fait la différence. Il ne fait pas la différence, mais qui vient abonder à hauteur de 50%, si on n'a jamais parlé, on va récupérer le FCTVA. C'est une opportunité, elle ne se présentera pas demain. C'est une opportunité, et c'est quand même 600 000. Bon, il a fallu tirer, et là, on a eu un très bon conseiller du Trésor public, une dame en l'occurrence, qui a trouvé à la faille, c'est l'opportunité. Et sur ce, je vous remercie beaucoup aux deux architectes, à toutes les informations, le temps que vous avez passé, à toutes les questions, aux élus et représentants des communautés présents. Il ne me reste pas le temps pour un vrai joli mot de clôture, mais je vous invite à regarder nos agendas Nova-Ville des CAE. Il y a toujours plein de choses à faire. Le prochain webinaire santé sur le bois, comment le bois prend soin de la santé, non, un truc comme ça. Jeudi prochain, là, ou cette semaine? Cette semaine. Jusqu'à la fiche du bois et jusqu'à un projet de santé. C'est intéressant. Très sûr qu'on a présenter le projet. Super. Et puis, on va avoir, c'est un teaser, je ne sais pas d'ailleurs, Jean-Pierre, il n'est pas là, mais peut-être on va se retrouver à Angers certainement, je crois en octobre, pour un autre sujet de santé. Ça à vérifier, mais voilà. Et ben, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et puis, au plaisir. Oui. Ah oui. Un atelier autour de la santé. Qui sera sur demain, un atelier avec les établissements de santé et des professionnels de la construction durable pour échanger sur les notions de A2BCS. Atténuation, adaptation, biosourcée, circularité, santé.
et aussi du collectif Nova 49. On a un petit collectif local qui fait partie de la ville, souvent, on va dire de la ville. Voilà, on s'invite à regarder, on vient faire une conférence la semaine dernière sur l'eau, comment dans tout ce travail sur l'adaptation au changement climatique, comment on peut faire de cette contrainte peut-être parfois un atout du projet. Donc voilà, on a lancé cette année des conférences et des événements autour de la gestion de l'eau, sur tous les aspects aussi de l'eau naturelle, les cours d'eau, l'eau pluviale, la gestion des eaux de toutes les couleurs, bleu, gris, petit et rouge. Voilà, on va. Et le prochain événement, c'est au mois de mai. On organise donc une visite de la promenade de la République avec Sylvain Gré de la SILA, qui a dirigé du projet, avec Alter, Olivier Rivière, l'engagement de la ville sur ce sujet. On organise des conférences et des physiques et sur le site de l'univers. Ça invite à. Mais tout à fait. Merci Sophie. Et bah, bon retour, bon appétit, à une très prochaine fois. Merci. Merci. Merci.